Les inégalités de santé dans la région Île-de-France. Luc Ginot, directeur de la santé publique au sein de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en présente les spécificités sur cette région. Quelles sont les inégalités sociales et territoriales observées et les grands enjeux des territoires franciliens? En quoi la crise du Covid-19 a impacté les inégalités en Île-de-France et la manière de les appréhender? Et comment l'ARS Île-de-France agit-elle sur la question des ISS? Quelles sont les spécificités de l'Île-de-France? Les inégalités de santé en Île-de-France, c'est évidemment la priorité de l'Agence régionale de santé. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le premier point, c'est que d'abord, l'Île-de-France, comme tout le monde le sait, est une région riche, avec un très bon état de santé global, mais est également la région la plus inégalitaire probablement d'Europe, avec des écarts de santé tout à fait considérables, puisque les espérances de vie entre les hommes de certains cantons peuvent aller jusqu'à 6 ans, ce qui est tout à fait insupportable. L'incidence du diabète varie de 1 à 2, avec en particulier une incidence très forte dans les territoires en politique de la ville. C'est également une région dans laquelle les inégalités de santé sont redoublées, d'inégalités dans l'accès aux soins, puisque le système de santé est réparti de façon encore très inégalitaire sur le territoire, avec en particulier une forte représentation du centre de Paris et de plus grandes difficultés, soit dans les territoires populaires, soit en grande couronne. Et il y a également deux spécificités peut-être à cette région. Le premier, c'est que les inégalités de santé sociale se projettent sur les territoires d'une manière extrêmement forte, et on a donc des contrastes territoriaux qui traduisent des contrastes sociaux extrêmement élevés que nous connaissons, avec en particulier des écarts entre la Seine-Saint-Denis ou d'autres territoires populaires, le Val d'Oise ou certains quartiers de Paris ou certaines zones de la Seine-et-Marne. Et ça se traduit également de ce point de vue-là par une forme de ce qu'on peut appeler une ségrégation urbaine, c'est-à-dire le fait que les contrastes urbains induisent des contradictions entre les différents intérêts des différents quartiers. Et la deuxième caractéristique de cette région, c'est qu'en dehors des inégalités ou en adjonction aux inégalités, nous sommes confrontés à un phénomène de grande précarité massive qui a probablement peu d'équivalent dans notre région, avec en particulier une grande précarité liée à l'absence de logement. Il faut savoir que des dizaines de milliers de personnes, toutes les nuits, sont hébergées par les services de l'État, dans des hôtels, dans des centres d'hébergement, dans des centres d'urgence. Cette précarité liée au logement induit de vrais impacts sur la santé, et elle est en lien, mais pas uniquement, avec une précarité liée au parcours migratoire, puisque l'Île-de-France accueille des milliers de personnes qui sont issues de migrations liées en particulier aux guerres civiles, liées aux violences et liées au changement climatique dans certains cas. Donc c'est finalement les deux caractéristiques de cette région, de grands écarts sociaux qui sont redoublés par une population en situation de grande précarité qui évidemment accroît les écarts sociaux. Quel impact du Covid-19 sur les inégalités sociales de santé en Île-de-France? À partir de là, le deuxième point est finalement de se dire, après le Covid, puisqu'on a beaucoup parlé d'inégalités pendant le Covid, qu'avons-nous appris du Covid? On peut se dire que finalement en Île-de-France, l'Agence régionale de santé n'a pas été prise au dépourvu, non pas par le Covid lui-même, par les écarts de santé qu'a révélé le Covid. En fait, on a quand même appris beaucoup de choses, malheureusement, là-dessus. La première chose qu'on a appris, c'est que d'abord, que la protection sur laquelle nous avons mis tous nos efforts, la protection des plus exclus, des plus défavorisés, des personnes à la rue, elle a porté ses fruits. Elle a permis que ces personnes ne soient pas outre mesure touchée par le Covid, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, mais elle n'a pas permis d'enrayer les phénomènes d'égalité au sein de la population générale. Et qu'on a donc constaté à l'issue du Covid, tout le monde le sait, des écarts de mortalité complètement majeur entre les territoires et du coup entre les catégories sociales, notamment entre la Seine-Saint-Denis, mais pas uniquement la Seine-Saint-Denis, et le reste de la région, avec des écarts de mortalité liés au Covid qui ont pu aller dans certaines communes jusqu'à 2,5 à 2,6 plus qu'ailleurs, ce qui est quelque chose qu'on avait peu rencontré dans les situations précédentes. La deuxième chose qu'on a donc appris à travers ça, c'est que finalement les inégalités sociales de santé, qui était un concept qui était un concept, on va dire, que l'agence portait très fortement, mais sur lesquels on était parfois un peu isolé, parfois un peu seul, ces inégalités sociales de santé sont devenues quelque chose dont aujourd'hui tout le monde est conscient, les élus, les journalistes, les hommes politiques, ce qu'on appelle la société civile. C'est donc quelque chose qui est très partagé par l'ensemble de la société en Île-de-France. Et ce qu'on a appris également, c'est qu'on a bien mesuré que ce qui a fait ces inégalités autour du Covid, ce n'est pas les inégalités d'offre de soins, puisque les inégalités d'offre de soins ont été d'une certaine façon compensées par les décisions de l'agence du système de soins, puisque par exemple il y a beaucoup moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, mais ça n'est pas, les enquêtes le montrent, ça n'est pas à cause du manque de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis que les gens sont davantage décédés en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, c'est pour un certain nombre de facteurs. La leçon supplémentaire que nous avons appris du Covid, c'est pas vraiment une leçon, c'est une
confirmation. Le fait que les déterminants sociaux de santé, ça n'est pas un concept, ça n'est pas uniquement une invention de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose de très concret. À l'occasion du Covid, les habitants les plus précaires, ou pas forcément plus précaires, mais également des habitants confrontés à de simples difficultés sociales, ont vu leur situation aggravée par les difficultés liées au logement, les difficultés liées à l'emploi, avec en particulier ces deux grands déterminants. On a bien vu que l'emploi mal protégé, l'emploi précaire, l'emploi sur lequel les personnes étaient inquiètes, conduisait d'une part à une exposition et d'autre part à des fois la crainte, par exemple, de se faire dépister, de peur de perdre son emploi, de peur de perdre son salaire. Et de la même manière, le fait d'être dans un logement pas forcément insalubre, un logement surpeuplé, un logement de mauvaise qualité, un logement dans lequel on était à l'occasion du confinement un peu contraint, ça, là encore, était un facteur aggravant non seulement de l'épidémie, mais aussi des conséquences de l'épidémie. Donc finalement, sur le Covid, on a appris ces éléments-là, c'est-à-dire que les inégalités sont une vraie réalité violente et que cette réalité, elle est d'abord liée aux conditions de vie. Et puis on a appris une dernière chose avant de terminer sur le Covid, on a appris que finalement les choses étaient extrêmement intriquées. Ce qui fait qu'il y a eu une surmortalité, c'est le fait que les gens dans certains territoires populaires étaient exposés à des conditions de vie, de logement plus difficiles, mais également étaient exposés à un diabète, à une obésité, à un surpoids plus fréquent. Et donc l'interaction entre les déterminants sociaux, une pathologie et d'autres pathologies est une interaction extrêmement complexe qui nécessite une intervention de la part de l'agence qui s'est voulue multiforme et qui s'est voulue essayant d'intervenir sur l'ensemble de ces facteurs. Comment agir sur les inégalités sociales de santé ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là ? Je crois qu'il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est de considérer qu'on n'a rien fait ou qu'on ne fait pas assez. Et le deuxième, c'est de considérer que finalement, les inégalités de santé étant liées aux déterminants, on ne peut rien faire. Or, en fait, on peut faire et or, en fait, on peut mieux faire que ce qu'on a fait. Je crois que finalement, pour nous, agences de santé et pour nos partenaires, il y a deux grands axes et deux grandes polarités, je dirais, autour desquelles s'organise notre action. La première, c'est la polarité de réduction par la régulation. C'est-à-dire que oui, nous sommes les agences régionales de santé et nous avons la responsabilité de réguler les moyens que nous attribuons en fonction des inégalités de santé. C'est ce que nous faisons. L'exemple le plus frappant, lorsque nous avons dû attribuer en lien avec les préfets les doses de vaccins, nous avons fait le choix de surdoter les territoires populaires parce que nous considérions qu'il y avait urgence à vacciner davantage ces territoires qui étaient plus en difficulté que d'autres. Donc d'une certaine façon, nous avons une responsabilité qui est une responsabilité d'attribuer des moyens prioritairement sur les territoires qui ont le plus de besoins. Et c'est ce que nous essayons de faire, notamment avec le projet régional de santé, qui est un élément extrêmement structurant pour nous. On pourrait également dire qu'une de nos responsabilités, qui est partagée avec nos partenaires, c'est le fait d'avoir des systèmes d'information qui permettent de mesurer les inégalités de santé. Un des problèmes que nous avons en France, et l'Île-de-France n'échappe pas à cette donnée-là, c'est le fait que pour lutter contre les inégalités, il faut encore les mesurer, les comprendre, et que les systèmes d'information ne permettent pas toujours d'identifier ces inégalités. Donc finalement, le premier axe, c'est d'assumer nos responsabilités propres d'une puissance publique, d'un service public qui attribue ses moyens en fonction des besoins des populations et qui régule en fonction de ses besoins. Et puis le deuxième axe, c'est un axe qui est beaucoup plus développé probablement dans le champ de la santé publique, qui est ce qu'on pourrait appeler une logique de coalition et d'alliance, qui consiste à dire tout seul nous n'arriverons pas, ne serait-ce que parce que ce que nous régulons c'est le système de santé, qu'on sait que le système de santé il contribue aux inégalités éventuellement, mais qu'il n'en est pas la cause principale. Et donc on a besoin de travailler avec d'autres. Et donc on va se donner un exemple, par exemple, à l'occasion du Covid, mais largement depuis, nous travaillons avec les bailleurs sociaux, dont on peut dire finalement dans le champ de la santé, qu'est-ce qu'ils ont à en connaître? Mais ils ont à en connaître beaucoup, parce que c'est chez eux que les habitants, souvent en situation de fragilité, demeurent. Et c'est aussi avec eux que peuvent se construire des programmes. On en a construit autour du Covid. Ils ont été très aidants sur la vaccination. On a construit également autour de la santé mentale, autour d'un certain nombre d'éléments comme ça. Donc, construire une logique de coalition qui vient compléter la logique de régulation. Et à partir de là, je voudrais développer un peu plus 5 points, en tout cas un peu plus développer 5 points qui me paraissent importants sur une intervention de santé publique pour qui veuille intervenir un peu sur les inégalités. Le premier, c'est que, j'ai essayé de le dire, l'intervention sur les déterminants sociaux de santé est une intervention qui peut être extrêmement concrète, contrairement à ce que parfois on pense. C'est concret dans le champ des compétences de l'agence. Nous avons par exemple une intervention prioritaire sur les questions du saturnisme et de l'habitat indigne, qui relève
relève de nos compétences parce que nous considérons que c'est une action importante de santé publique et nous considérons que nous devons mettre des moyens sur la lutte contre l'habitat indigne qui est un déterminant de santé absolument majeur. Mais au-delà de ça, il y a également tout un certain nombre de stratégies de plaidoyer sur lesquelles je vais donner deux exemples. Dans le champ de la périnatalité, on a par exemple beaucoup travaillé sur les questions de quelles sont les politiques publiques qui en matière d'hébergement, en matière de logement, peuvent permettre de réduire le nombre de situations de femmes enceintes sortant de maternité sans logement ou sans hébergement, qui est une situation dramatique mais qui n'est pas marginale en Île-de-France. De la même manière, lorsque nous avons été confrontés il y a quelques années à une surmortalité néonatale infantile en Seine-Saint-Denis, nous avons mené une action, un programme qui visait à réduire cette surmortalité à travers une intervention qui mobilisait le système de soins mais qui mobilisait aussi tout le système social, tout le système à la fois d'hébergement, de soutien social des habitants, des habitantes particulièrement de ce département. Donc finalement, on peut intervenir sur les déterminants, y compris par des logiques de plaidoyer qui, dans certains cas, font leurs preuves, qui ne sont pas des logiques de lobbying ou simplement d'affichage. Le deuxième point, évidemment, c'est qu'il est nécessaire que les programmes de santé publique, et en particulier les programmes de promotion de la santé, tiennent compte des inégalités autour d'un principe qui est assez simple. Tout programme qui, au départ, ne tient pas compte des inégalités va avoir comme effet d'augmenter ces inégalités. Donc ça veut dire qu'il faut, par construction, dans tout programme, réfléchir d'abord à qu'est-ce que nous faisons qui permet de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'universalisme proportionné et qui permet aujourd'hui d'atteindre de manière plus importante les habitants qui en ont le plus besoin. L'exemple le plus frappant qu'on puisse connaître, c'est le dépistage du cancer. On sait que si on ne développe pas des programmes de porte-à-porte, des programmes d'aller vers, des programmes de sensibilisation adaptés, on a des contrastes et on voit que parfois, à quartier comparable, le taux de dépistage du cancer du sein, par exemple, peut varier du simple au double en fonction de la capacité qu'ont eu certaines associations ou qu'ont eu les pouvoirs publics d'aller vers des femmes plus éloignées du dépistage que par d'autres. Le troisième point, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'approche communautaire. Je serai peut-être plus rapide là-dessus parce que je crois qu'une des conséquences du Covid, c'est de se rendre compte que cette approche communautaire, c'est pas là encore une espèce de dogme, une espèce de généralité, mais on a vu des choses qui se mettaient en place durant le Covid. Les habitants se sont organisés, ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une espèce d'autodéfense populaire contre l'épidémie et ont appris à mettre en œuvre des démarches de santé avec lesquelles il faut qu'on apprenne à travailler mieux, avec lesquelles il faut qu'on apprenne à faire alliance. Et c'est un peu ça aujourd'hui la santé communautaire, c'est travailler avec des associations. On a aujourd'hui tout un programme qui s'appelle Santé Ensemble avec une lettre de liaison, etc., qui permet de valoriser l'action des acteurs de terrain. Et puis le quatrième point, évidemment, c'est le rôle de la contractualisation. Contractualiser, c'est pas forcément faire du papier ou c'est s'engager dans des programmes partagés. Et je donnerai rapidement 3 exemples en Île-de-France. Les contrats locaux de santé qui sont pour nous un pilier majeur de l'action de l'agence, puis ça permet de travailler avec les services du préfet, mais surtout avec les collectivités locales dans des programmes choisis et partagés ensemble, mais aussi la contractualisation avec de grands acteurs comme l'ANRU dans le champ de la politique de la ville, et la contractualisation aussi avec, par exemple, quelque chose qui peut ressembler plus éloigné, mais les Jeux Olympiques. Nous travaillons aujourd'hui avec les délégations aux Jeux Olympiques pour que les futurs Jeux Olympiques en Île-de-France soient facteurs d'une promotion de la santé équitable et pas uniquement une promotion de la santé, on va dire, relativement uniforme. Et puis le dernier point qu'on oublie parfois trop souvent, c'est de se tenir au courant. La santé publique est une discipline qui avance, dans laquelle les connaissances avancent. On a, par exemple, à l'occasion du Covid, mesuré de manière plus nette dans certains pays à l'étranger, et c'est probablement valable en France, le rôle que peut jouer la précarité locative, le fait que le risque d'expulsion, le fait d'être hébergé chez tiers, le fait non pas d'être en habitat à la rue ou insalubre, mais d'être dans une inquiétude locative, avait un effet sur la santé très très net, sur la santé mentale mais aussi sur le Covid. Et ça, c'est ce qu'on appelle des avenues d'action importantes parce que lutter contre les inégalités, c'est aussi lutter sur les conséquences sur la santé de ce genre de difficultés. Donc aujourd'hui, nous avions eu un projet régional de santé qui était très axé sur la question des inégalités. Nous en élaborons un nouveau et qui sera à coup sûr également très centré sur ces sujets-là.